Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Nous sommes avec le colonel Michel Goya, historien, consultant de défense chez BFM TV. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions pendant la vingtaine de minutes que nous allons passer ensemble. On va essayer de répondre à des questions sur la guerre en Ukraine avec une question et un thème assez simple. Où en est-on de la guerre en Ukraine? En attendant les premières questions qui vont venir sur le live, on va peut-être commencer déjà par essayer de faire un premier état des lieux ensemble. Et est-ce que vous pouvez déjà nous résumer un petit peu la situation actuelle et la récente offensive ukrainienne? Oui, alors qu'on assistait depuis plusieurs semaines à une sorte de rigidification du front, que après la prise des villes de Lysychansk et Sévérodonetsk par les Russes, les offensives, les attaques russes elles-mêmes s'étaient un peu raréfiées. Et donc depuis le mois de juillet, le front ne bougeait plus que de manière très, je vais dire, presque millimétrique. On se battait pour des villages ou même des parties de villages. Et ça ne bougeait plus beaucoup. Et puis là, coup de tonnerre, les Ukrainiens ont réussi à faire une percée dans le nord du pays, dans la région de Kharkiv, plus précisément sur la petite ville de Balaklia. Et c'est-à-dire qu'ils ont réussi à concentrer un certain nombre de forces, des brigades de malheur, blindées, mécanisées, 5 ou 6, environ 20 000 hommes. Et ils ont réussi à percer le front russe à cet endroit et puis exploiter à l'intérieur du dispositif russe. Donc c'est la première fois que ça arrive en réalité depuis le début de cette guerre. Jusque-là, on avançait, on repoussait l'ennemi, on se reculait, on le harcelait. Mais là, réussir à pénétrer dans son dispositif, le disloquer complètement, l'empêcher de combattre de manière cohérente, et ça, c'est la première fois que ça arrive. Et là, bien évidemment, bah, ça a provoqué une débâcle russe dans toute la région. Beaucoup de prisonniers, beaucoup de matériel, notamment récupéré aussi par les forces ukrainiennes, et surtout une avancée vers les villes de Kupiansk et après, au sud, la prise de la ville d'Izium, qui était une place forte pratiquement, et qui était une des bases arrière très importantes russes pour le combat dans le Donbass, pour la bataille dans le Donbass. Et donc c'est un revers considérable pour les Russes. La bataille continue, hein, les Ukrainiens continuent à progresser un petit peu, ils ont réussi à dégager un certain nombre de choses, d'endroits également dans le Donbass. Mais surtout, c'est que voilà, cette bataille, cette victoire ukrainienne incontestable, témoigne d'une sorte de renversement quand même du rapport de force et de la montée en puissance des forces ukrainiennes qui sont déjà capables d'organiser des offensives de cette ampleur. Il y en a deux même, hein, à Kherson et dans le nord. Et Chose justement, que les Russes ne sont plus capables de faire. Donc, ouais. ce qui montre bien, témoigne bien quand même qu'il y a assez nettement maintenant un retournement de situation. Et justement, on a fait un premier appel à questions plus tôt dans la journée sur Instagram. Et on a notamment Adrien qui nous demandait, à ce sujet vraiment de l'aide militaire, est-ce que les armes livrées à l'Ukraine sont la cause du recul de l'armée russe? Euh, c'est un facteur important, hein, je vais y revenir, mais c'est pas le plus important. La guerre, c'est une affaire humaine avant Mhm. tout. Et ce que l'on constate surtout, c'est que les Ukrainiens ont, comment dire, commencent à récupérer le bénéfice de la mobilisation de la nation, de la mobilisation de leurs forces, des centaines de milliers d'hommes qui ont été mobilisés et qui, maintenant, au bout de quelques mois, ben, sont devenus des soldats. Et donc peuvent intégrer des unités déjà constituées, en former d'autres. Et donc on a une armée maintenant ukrainienne qui est déjà plus volumineuse et qui est beaucoup plus de soldats que les Russes, et qui en plus maintenant est effectivement bien équipé par l'aide occidentale. Alors que du côté russe, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que sous la pression des pertes, la désorganisation, l'armée russe, qui elle n'est pas une armée de conscrits, la Russie n'a pas déclaré la guerre, Mhm. n'a pas lancé une mobilisation générale comme l'a fait l'Ukraine. Et donc elle fait appel à un certain nombre de volontaires qui sont récupérés parfois un peu n'importe où, parfois dans les prisons, et qui sont envoyés souvent avec une formation un peu faible. Ce que je veux dire, c'est que voilà, le potentiel humain Mhm. russe a diminué, alors que le potentiel humain ukrainien a augmenté en volume et en qualité. Et l'armée russe, justement, elle est dans quel état actuellement?
Si on revient à la bataille elle-même, elle a révélé quand même un certain nombre de déficiences qu'on ne soupçonnait pas. C'est-à-dire que moi, je ne soupçonnais pas que euh, les Russes ne verraient pas, par exemple, la préparation de cette offensive. Réunir 20 000 hommes à quelques kilomètres des lignes de front, donc 20 000 hommes, des centaines de chars, et des choses comme ça. À l'époque moderne, normalement, ça se voit. Depuis les satellites jusqu'aux drones, les avions, les Russes ont la supériorité dans le ciel, normalement. Ou même, chaque armée russe a un millier de commandos de reconnaissance en profondeur. Et ça, ils l'ont pas vu. Ou s'ils l'ont vu, ça a été mal interprété. Enfin, il y a eu un problème quelque part, incontestablement. Donc il y a eu de grosses déficiences de ce côté-là, au moins dans cette région du front. Quand vous subissez un désastre, c'est généralement qu'il y a de l'incompétence quelque part, quoi. Et ça, on n'imaginait pas que ce soit même possible. On dit que c'est pas possible qu'ils aient raté ça, c'est pas possible que leur dispositif était aussi faible à cet endroit, et pourtant, si. Et donc ça, voilà, ça révèle effectivement de problèmes plus profonds de cette armée russe, comme je disais tout à l'heure, qui s'est mal régénérée, qui est de plus en plus désorganisée, qui est usée, c'est-à-dire que les unités de combat qui étaient de bonne valeur, les fantassins de marine, les parachutistes, etc., à force d'être engagés, d'être toujours utilisés dans les attaques, on finit par s'user, par plus être opérationnel. Et ils sont remplacés par des gens de moins de valeur. Dans cette zone, et on l'a vu aussi à Kherson, les Russes engagent beaucoup en réalité de conscrits des républiques séparatistes de Donetsk et de Luhansk. Et qui, eux, pour le coup, sont mobilisés et qui sont envoyés, même pas pour défendre la frontière de ces deux républiques autoproclamées, mais pour aller combattre à Kharkiv, à Kherson, où ils sont mal équipés, pas mal formés, pas forcément super motivés. Et c'est comme par hasard, il y a eu plusieurs craquements là, lorsqu'ils ont été attaqués, dans Kherson ou à Kharkiv. Et justement, au sujet de ces difficultés, on a Nicolas Malo qui nous demande sur le live, est-ce que Vladimir Poutine peut revenir en arrière et arrêter cette guerre? Dans l'absolu, oui. Oui, tout est possible, mais ça paraît difficile. D'abord parce que en économie, on appelle ça le problème des coûts irrécupérables. C'est-à-dire que c'est tellement engagé, il y a eu tellement de morts. Vous avez peut-être 80 000 soldats russes tués ou blessés. L'économie subit des sanctions très graves. Et donc, même si vous doutez de la cause, ou même de la possibilité d'une victoire, c'est difficile de dire, bon voilà, finalement on a fait ça pour rien, quoi. Tous ces sacrifices ont eu lieu pour rien. Et donc rien que ça, déjà, ça incite quand même à continuer. Et puis il y a toujours cette idée que malgré tout, on peut encore espérer la victoire. Généralement, on arrête de se battre lorsque le sacrifice qu'on est en train de demander, tout le monde est persuadé que c'est complètement inutile. Bon, et là, généralement, ça ne sert plus à rien de combattre, et généralement, c'est là qu'on admet sa défaite. Mais tant qu'il y a, j'allais dire, de l'espoir, tant qu'il y a encore, oui, effectivement, de l'espoir qu'on peut obtenir quelque chose, qu'on peut malgré tout obtenir une victoire, on continue à s'accrocher. Donc tout ça pour dire, d'un mot, que c'est très peu probable que d'un seul coup, Poutine accepte, ça reviendra à ça, accepte de dire qu'il s'est complètement trompé, et que voilà, qu'il faut revenir au moins à la situation précédente. Ça aurait pu peut-être être le cas un peu plus tôt dans la guerre, hein, mais maintenant c'est trop tard. En fait, c'est de plus en plus difficile. Et justement, pour éviter d'en arriver là pour Vladimir Poutine, on a Rabat Kellal qui nous demande, est-ce que vous pensez que la Russie pourrait utiliser l'arme nucléaire pour ne pas sortir perdante justement de cette guerre? Alors ça, c'est effectivement une grande question. C'est-à-dire qu'il y a le risque d'une escalade, effectivement, d'une escalade dans l'emploi de la force. On le voit d'une certaine façon, c'est-à-dire que depuis que les Russes ont subi cette défaite, que l'initiative sur le terrain passe à l'armée ukrainienne, ils ont lancé une nouvelle campagne de frappe beaucoup plus dure sur les infrastructures. Ils ont coupé l'électricité dans un certain nombre de villes. Et là, ils ont frappé le barrage à Kryvyi, donc c'est la ville de naissance de Volodymyr Zelensky.
Ils ont voilà, des choses qui s'interdisaient de faire parce que ça touchait beaucoup plus la vie de la population. Maintenant, le fond, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une escalade. Est-ce que cette escalade peut aller jusqu'à l'emploi de l'arme nucléaire? Là, c'est déjà beaucoup plus difficile, je veux dire. Parce que bon, l'arme nucléaire, c'est une arme quand même particulière. C'est une arme aussi qui est tabou. Et son emploi, bon, sur le terrain, si on envisage un emploi militaire de l'arme nucléaire, euh, c'est un peu compliqué d'emploi. Bon, il y a tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas. Vous lancez même une arme munition de faible quantité, ça fait quand même, ça va provoquer, ça va couper toutes les communications dans le secteur, y compris russe, ça fait provoquer de l'irradiation, enfin bref. Et surtout le problème politique, c'est-à-dire vous employez l'arme nucléaire, quelle que soit sa puissance, vous avez franchi, vous avez levé un tabou, vous avez franchi un seuil qui ne peut que vous mettre au banc des nations. Je veux dire qu'on imagine mal un pays comme la Chine, par exemple, qui en plus est très sourcilleuse sur ces questions, accepte, enfin cautionne en tout cas cet emploi et continue à soutenir, comme il le fait, un pays qui emploierait l'arme nucléaire, se mettrait à dos toute la communauté internationale. Donc pour l'instant... Sujet justement, à question de se mettre à dos la communauté internationale, Enzo nous demandait tout à l'heure sur Instagram, y a-t-il un risque de troisième guerre mondiale? Est-ce que justement peut-être que l'emploi de l'arme atomique pourrait... Cet emploi en Ukraine serait incontestablement une incitation. Au lieu de calmer les esprits, je pense ou d'imposer sa volonté, je pense qu'au contraire, ça obligerait les nations occidentales à encore aller plus loin. Bon. Et il peut y avoir guerre que lorsque les termes sont importants. La guerre, c'est quand on s'affronte militairement, sur le champ de bataille. Pour l'instant, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Les pays occidentaux, la France, ne sont pas en guerre. Nous sommes dans une situation de confrontation. On s'oppose, on fait pression l'un sur l'autre par tous les moyens possibles, sauf l'emploi de la force. Nous aidons les Ukrainiens, mais nous ne combattons pas à leur place. On est dans un autre contexte. Basculer dans un stade supérieur et basculer dans la guerre, tout simplement, inconcevable, mais c'est quand même très faiblement probable parce que derrière des deux côtés, il y a des puissances nucléaires, tout simplement, et que on a trop peur jusqu'à présent, depuis que l'arme nucléaire existe. Les blocs de puissance nucléaire ne sont jamais affrontés directement à grande échelle parce qu'il y a trop peur d'une escalade vers le nucléaire. C'est ça qui nous dissuade. Peut-être, je termine là-dessus, mais peut-être qu'effectivement, si la Russie n'avait pas eu une arme nucléaire, peut-être que nous serions en guerre. Quand l'Irak a envahi le Koweït, donc ça ressemble un peu à ce qui s'est passé maintenant avec l'Ukraine, mais quand l'Irak a envahi le Koweït en 1990, il y a eu une coalition internationale, une condamnation internationale, et une coalition qui s'est formée pour combattre l'Irak, faire la guerre à l'Irak et la chasser du Koweït. Probable qu'il y aurait une situation similaire si la Russie n'avait pas été une puissance nucléaire. Mais c'est bien ça. C'est en cela que l'arme nucléaire est utile à la Russie, surtout, c'est qu'elle freine les initiatives et on prend soin d'éviter justement toute escalade vers un affrontement qui serait ouvert. Donc là, ça maintient, la dissuasion nous maintient dans cette situation un peu d'équilibre. Et on revient un petit peu sur le conflit directement en Ukraine. Exaucé au son de Zélé nous demande si l'Ukraine est-elle mieux équipée que la Russie. Alors, même si j'imagine que du coup, vu que la Russie possède l'arme nucléaire... Oui, alors si on exclut l'arme nucléaire, en réalité, les deux armées se ressemblaient beaucoup en termes d'équipement. Elles sont équipées de matériel dès le début. Oui, dès le début, oui, bien sûr. Ils avaient sensiblement les mêmes matériels. Vieux d'ailleurs, au passage, donc c'est le matériel ex-soviétique. Ça ressemble beaucoup quand je vois l'armée russe ou même l'armée ukrainienne au combat. Moi, ça me rappelle tout à fait l'armée soviétique que je m'apprêtais à affronter dans les années 80 en Allemagne. L'impression qu'il y a une machine à remonter le temps, qui a pris l'armée soviétique qui était en Allemagne de l'Est et qui l'a lancée contre l'Ukraine. C'est exactement les mêmes matériels. Bon. Et en revanche, oui, ce qui s'est passé, c'est que depuis, il y a une aide occidentale, donc il y a un certain nombre d'armes
sont arrivés, qui sont généralement beaucoup plus modernes. Tout un tas d'armements individuels, armements anti-chars, d'armements anti-aériens, tout un tas de missiles, des véhicules aussi maintenant de plus en plus lourds qui ont été engagés, et un élément, puis ça revient un peu à la question initiale, un élément qui incontestablement a changé la donne, c'est l'artillerie moderne qu'on a envoyée, comme le canon César par exemple des Français, ou les Allemands qui ont envoyé des pièces d'artillerie à peu près semblables, mais surtout les lance-roquettes multiples, les HIMARS, qui peuvent tirer très précisément à 80 km. Donc ça a un peu changé la donne. Alors les Russes ont des lance-roquettes multiples, ils ont beaucoup plus d'artillerie, mais moins modernes. Et ça, c'est des choses qui permettent qui sont tellement précises qu'on peut frapper très loin, on peut taper sur les dépôts de munitions, par exemple. Par ailleurs, vous combinez ça avec bonne source de renseignement pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont très bien renseignés par la population locale, notamment dans les pays, dans les régions qui sont sous occupation, qui ont toujours des smartphones, qui ont toujours des moyens de communiquer, par l'aide des Américains en particulier. Et donc les Ukrainiens sont très bien renseignés. Donc vous couplez une artillerie très précise, très puissante, et des bons renseignements qui vous donnent des cibles, ça, au cours de l'été, ça a effectivement beaucoup changé les choses, puisque les Ukrainiens ont frappé toute la logistique russe qui était derrière, donc ça a beaucoup entravé la machine de guerre russe. Ils ont frappé sur les ponts sur le Dniepr, dans la région de Kherson, donc ça a isolé une grande partie des forces qui sont au-delà du fleuve. Donc ça a beaucoup joué. Et donc actuellement, on peut dire, alors ça pose d'autres problèmes, tout ça c'est un matériel très différent, c'est très hétéroclite. Pour ceux qui s'occupent de la maintenance, des réparations et de la logistique de tous ces équipements, ça va être un casse-tête absolu, ça va être terrible. Mais oui, maintenant, l'armée ukrainienne est plus moderne que l'armée russe. Mais voilà, et ça tient à cette petite partie de ces équipements qui ont été fournis par les Occidentaux. Et Mike Habib nous demande justement sur le live, selon vous, j'imagine que c'est très difficile, en combien de temps l'Ukraine pourrait-elle récupérer la totalité des zones occupées par les Russes ? Écoutez, une offensive comme celle qui a été organisée pour Balaklia, ça a dû être organisé en 2-3 semaines. La bataille elle-même a duré 1 semaine, 2 semaines. Donc il faut compter une opération type de cette importance, il faut en compter 1 mois. Donc on peut imaginer que, comme les Ukrainiens sont maintenant plus nombreux que les Russes, qu'ils puissent récupérer une partie de ces brigades, des brigades de manœuvre, les regrouper derrière, et puis attaquer ailleurs, par exemple dans la région de Zaporijia, une zone un peu encore faible, au sud de la ville de Zaporijia. Et donc on peut imaginer que dans 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, ils soient capables de réattaquer ailleurs. Et s'ils obtiennent le même succès, là, ce sera un nouveau coup qui sera porté, très important, qui sera peut-être colmaté, là aussi. Mais comme les Ukrainiens sont capables de relancer à nouveau des offensives, pour l'instant, et puis on peut, dans le meilleur des cas pour eux, on peut imaginer, oui, avant la fin de l'année, si ça continue comme ça, s'il n'y a pas de réaction russe véritablement, avant la fin de l'année, ils peuvent avoir chassé l'armée russe du territoire ukrainien. Oui, on peut pas l'exclure. J'aurais pas dit ça il y a 1 semaine, ça me paraissait très ambitieux. Maintenant, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Mais encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de réaction russe. Voilà. Mais il y aura forcément une réaction russe d'une façon ou d'une autre. Et on parlait justement de l'aide occidentale à l'Ukraine. Oui. Quel est le poids de l'aide américaine ? Il est considérable. Donc schématiquement, il faut imaginer que les Américains représentent 70% de l'aide militaire qui est fournie à l'Ukraine. C'est évidemment eux qui comptent en la matière. Maintenant, on parle de l'aide militaire, mais il n'y a pas que cette aide, il y a l'aide simplement financière. L'État ukrainien, il a besoin, par exemple, de 5 milliards par mois, 5 milliards d'euros par mois, pour simplement fonctionner, pour que l'administration fonctionne à peu près, et avec une économie qui a diminué de moitié. Et donc l'aide financière, elle est moins visible, mais elle contribue à cet effort de guerre incontestablement, même l'aide humanitaire, l'aide de toutes sortes.
Mais au point de vue militaire, oui, ce sont les Américains et un peu les Britanniques qui donnent véritablement le ton en la matière. Mais aussi parce que les Américains ont des moyens, parce qu'ils sont donnés les moyens d'avoir des moyens. Je veux dire. Si la France faisait le même effort de défense que les Américains, c'est-à-dire 3,5% du produit intérieur brut par exemple, notre budget de défense ne serait pas de 40 milliards d'euros, il serait de 92 milliards d'euros. Donc là, oui, incontestablement, on aurait beaucoup plus de moyens à proposer. Bon, les Américains sont là, donc c'est eux qui comptent, mais voilà, parce qu'ils sont donnés les moyens de compter. On va devoir malheureusement prendre une dernière question. Question assez, assez simple d'Abdoulaye Bassène. Qui pourrait convaincre Poutine d'arrêter cette guerre? Alors c'est toujours très compliqué de savoir comment les choses se passent au Kremlin. Il y avait une science spécifique qu'on appelait la kremlinologie, et qui était toujours très compliquée. Donc c'est très difficile. Est-ce que lui-même a une vision claire des choses? C'est pas forcément toujours évident. Est-ce qu'il est sensible à la critique? C'est pas évident non plus. Toujours est-il que voilà, cette guerre, et surtout si c'est une guerre qui commence à... comment dire, les échecs, si on commence à accumuler des échecs, ça a forcément des conséquences sur la Russie, sur la société russe elle-même. D'une manière générale, dans l'histoire russe, on n'aime pas les défaites. Depuis la défaite contre le Japon en 1905, jusqu'à même la première guerre de Tchétchénie, qui a contribué à amener Poutine au pouvoir, en général, ça ébranle quand même la société, ça ébranle souvent les régimes. Donc si effectivement on continue comme ça, si la Russie est encore mise en échec durement en Ukraine, il y aura forcément, il y aura des conséquences en Russie. Quelles seront-elles? Ça, par contre, c'est extrêmement difficile d'anticiper. On voit qu'il y a des voix qui réclament de l'entrée en guerre véritable et la mobilisation complète de la nation, de pratiquer une guerre totale. Donc il y a une voix dure, des faucons qui veulent aller encore plus loin, d'autres qu'on voit le mur de la peur qui se fissure un peu, des gens qui commencent à contester également même cette guerre elle-même. Donc ça commence un petit peu à tanguer. Est-ce que ça va aller plus loin? C'est possible si les choses se dégradent. Mais de quel côté va pencher le bateau Russie? Ça, par contre, c'est extrêmement difficile de savoir. Merci, Michel Goya, d'avoir été là pour ce live avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment continuer de nous suivre sur bfmtv.com, sur BFM TV, sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, Twitter. Merci à tous. Nous continuerons évidemment de suivre toute l'actualité autour de la guerre en Ukraine. Merci encore, très bonne soirée et à bientôt.